Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 janvier 2022. Je continue la lecture du livre qu'a écrit Will Durant dans les années 30 sur la vie et les doctrines des philosophes et à la partie qu'il consacre à Schopenhauer. Donc je suis au chapitre 2, je lis et puis surtout ça me permet d'épiloguer un peu et de mettre en lumière la théorie que je défends sur la mécanique universelle de l'évolution de l'humanité. Donc là, le deuxième chapitre concerne l'homme. Schopenhauer naquit à Danzig le 22 février 1788. Son père était un négociant connu pour son habileté en affaires, de caractère vif, indépendant et passionnément épris de liberté. Il quitta Danzig pour Hambourg quand Schopenhauer avait 5 ans, parce que Danzig avait cessé d'être une ville libre par suite de son annexion à la Pologne en 1793. Le jeune Schopenhauer grandit donc dans le monde des affaires et de la finance. Et bien qu'il eût abandonné de bonne heure la carrière commerciale où son père l'avait engagé, il en garda la marque caractéristique, une sorte de brusquerie dans les manières, une tournure d'esprit réaliste et la connaissance des hommes et des choses. Cela fit de lui tout l'opposé de ce type de philosophe académique ou de cabinet qu'il méprisait tant. Son père mourut, se suicida, paraît-il, en 1805. La grand-mère paternelle était morte folle. Le caractère ou la volonté, dit Schopenhauer, est un héritage paternel. L'intellect vient de la mère. La mère possédait l'intelligence. Elle devint l'une des romancières les plus populaires de son temps. Mais elle avait aussi du caractère et du tempérament. Elle avait été malheureuse avec son prosaïque mari, et quand il mourut, elle pratiqua l'amour libre et se retira à Weimar, qu'elle jugeait le milieu le plus propice à ce genre de vie. Arthur Schopenhauer, tel Hamlet, prit fort mal le second mariage de sa mère, et ses querelles avec elle lui apprirent une bonne partie de ses demi-vérités concernant les femmes dont il devait assaisonner sa philosophie. Et oui, j'ai lu quelques petites choses à ce propos, et c'est assez révoltant pour aujourd'hui la pensée de Schopenhauer concernant les femmes. Une des lettres qu'elle lui adressa montre bien l'état de leur rapport. Vous êtes insupportable et ennuyeux, et c'est très difficile de vivre avec vous. Toutes vos bonnes qualités sont gâtées par votre suffisance et perdent toute valeur dans l'esprit des gens, simplement parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de chercher toujours la petite bête chez les autres. Eh bien, voilà le tempérament de Schopenhauer quand il était sans doute jeune. Ils s'arrangèrent donc pour vivre chacun de leur côté. Le fils devait venir chez sa mère et n'être qu'un hôte de passage. Ils pouvaient ainsi avoir des relations de simple politesse comme des étrangers, au lieu de se détester en famille. Goethe, qui aimait Madame Schopenhauer, parce qu'elle lui permettait d'amener avec lui sa Christiane, envenima les choses en lui disant que son fils deviendrait célèbre. La mère n'avait jamais entendu dire qu'il pût y avoir deux génies dans la même famille. Donc il y avait une sorte de compétition entre cette femme et son fils. Enfin, au paroxysme d'une dispute, elle alla jusqu'à jeter dans l'escalier son fils et rival. Sur quoi notre cruel philosophe l'informa que la postérité ne la connaîtrait que par lui. Eh bien, c'est le cas. Bientôt, après Schopenhauer, quitta Weimar. Et bien que sa mère ait vécu encore 24 ans après cette algarade, il ne la revit jamais.
Il semble que Byron, tout enfant aussi, en 1788, ait eu une mère du même genre. Et on peut dire que j'ai hérité de la même, moi. Et peut-être encore plus violente. Et encore plus... Voilà, bon bref. À force, dans toutes ces vidéos, il y aura, je pense, dans l'ensemble, on peut arriver à analyser totalement ma psychologie, mon enfance, ma vie, etc. Mes pensées. C'est intéressant. Ces circonstances devaient, semble-t-il, condamner ces hommes à devenir des pessimistes. Un homme qui n'a jamais connu l'amour de sa mère, qui, pire encore, n'a connu que la haine maternelle, c'était mon cas, n'a aucune raison de s'engouer du monde. Cependant, Schopenhauer avait passé par le gymnase et l'université, ce qui n'est pas mon cas, et il y avait appris bien plus de choses que leur programme ne comportait. Il jeta sa gourme et fréquenta la société dans des conditions qui agirent sur son caractère et sa philosophie. Il devint sombre, cynique et soupçonneux. Il était obsédé par des craintes et de sinistres imaginations. Il gardait ses pipes sous clé et ne confiait jamais son cou au rasoir du barbier. Il dormait avec des pistolets chargés à son chevet, sans doute pour faciliter la tâche du voleur. Il ne pouvait supporter le bruit. Pour moi, je nourris depuis longtemps, c'est ce qu'il écrit, pour moi, je nourris depuis longtemps l'idée que la quantité de bruit qu'un homme peut supporter sans être incommodé est en raison inverse de son intelligence, et par conséquent peut en donner la mesure approchée. Le bruit est une torture insupportable pour les intellectuels. Les excès d'énergie qui se manifestent par des chocs, des coups de marteau, la chute d'objets que l'on jette à terre m'ont été un tournant quotidien pendant toute ma longue vie. Eh bien, je peux le comprendre. Il avait à l'état aigu, presque maladif, le sentiment que sa valeur était méconnue. À défaut de succès et de célébrité, il se renferma en lui-même et se rongea l'âme. Ce qui n'est pas mon cas. Il n'avait ni mère, ni femme, ni enfant, ni famille, ni patrie. Il était absolument seul, sans un ami. Et entre un et aucun, il y a un infini, a écrit Nietzsche à son propos. Entre un ami et aucun ami, il y a un infini, effectivement. Il y a un infini. Plus encore que Goethe, il était immunisé contre la fièvre nationaliste de son époque. En 1813, moi aussi, il subit à tel point l'emprise enthousiaste de Fichte pour une guerre de libération contre Napoléon qu'il faillit s'engager et se procura même tout un équipement militaire. Mais la prudence le retint à temps. Il a bien fait. Il conclut qu'après tout, Napoléon ne faisait que donner une expression forte et libre à cette passion de s'affirmer et à ce désir de vie plus intense que les mortels plus faibles éprouvent également, mais que par force ils sont obligés de dissimuler. C'est peut-être vrai cette chose, parce que c'est la base de la volonté de puissance. Et en fait, chose qui a été reprise par Nietzsche, le fait que le faible, le fragile, le sensible, comme il n'arrive pas à vivre ce qu'il voit chez le dominant, chez celui qui a le courage de vivre sa vie sans crainte, sans angoisse et de s'affirmer même aux dépens d'autrui, finit par créer une sorte de loi, d'organisation sociale pour priver ses dominants de la possibilité d'abuser les dominés. Et même si c'est vrai, c'est comme ça que s'est constitué le monde. C'est comme ça que la violence diminue progressivement de siècle en siècle dans l'évolution de l'humanité. Donc,
ce mécanisme, il fait partie intégrale du développement de l'humanité. Et donc, ni Nietzsche, ni Schopenhauer ne peuvent contester ce mécanisme. Ils sont obligés de le constater. Il est là, il est présent, donc il a une raison. L'humanité est construite sur cette forme. Et elle continue à l'être. Et elle continuera à l'être jusqu'à ce que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. Jusqu'à ce qu'on ait totalement maîtrisé la pulsion mécanique du dominant qui veut opprimer voilà, qui cherche parce qu'il veut dominer, à opprimer le faible. Après cette dissertation sur la quadruple racine du principe de raison suffisante, c'est un livre qu'il écrit en 1813, Schopenhauer consacra tout son temps et tous ses efforts à l'ouvrage qui devait être son chef-d'œuvre. Le monde comme volonté et comme représentation. Il en fit parvenir le manuscrit à l'éditeur Magna cum Laude. Ce n'était pas, disait-il, une réédition de vieilles idées rebattues, mais un système de pensée original, clairement intelligible, rigoureux et non sans beauté. Il avait une haute opinion de son travail, c'est bien. Un ouvrage qui serait dans l'avenir la source et l'occasion de 100 autres livres, et peut-être des centaines de milliers à présent. Donc voilà, il n'a pas mesuré le temps qui viendrait derrière lui. Bien des années plus tard, Schopenhauer était tellement convaincu d'avoir résolu les principaux problèmes de la philosophie qu'il pensa faire graver sur son sceau une image du sphinx se précipitant dans l'abîme, comme il l'avait promis si l'on répondait à ses énigmes. Voilà. Néanmoins, l'ouvrage attira fort peu l'attention. Le monde était trop pauvre et trop épuisé pour lire un ouvrage sur sa misère et son épuisement. 16 ans après la publication, Schopenhauer fut informé que la majeure partie de l'édition avait été vendue comme vieux papier. C'est hallucinant, hein, qu'à l'époque, voilà, de son vivant, il a vendu peut-être 200-300 livres, c'est incroyable quand on y pense, par rapport aux capacités qu'offre aujourd'hui Internet. Voilà, quelqu'un comme moi qui n'a fait aucune étude, qui n'est passé par aucune université, qui ne connaissait pas la philosophie, qui se mêle de philosophie sans en avoir les moyens, qui développe une théorie, qui rencontre par hasard un ami à lui qui lui fait un site, qui le met sur Internet, il y a 20 ans à peu près, et qui aujourd'hui, 20 ans après, peut voir qu'il y a eu 13 millions de passages sur son site, c'est tout simplement hallucinant. Même si 0,1% de tous ces passages se sont intéressés vraiment à ce que j'ai écrit, c'est déjà énorme par rapport à ce qu'il a vécu. Dans son essai sur la renommée dans la sagesse de la vie, il cite avec une allusion évidente à son chef-d'œuvre. 2 remarques de Lichtenberger. Des ouvrages de ce genre sont comme un miroir. Si un âne s'y regarde, on ne peut s'attendre à voir apparaître une figure d'ange. Et encore, quand une tête et un livre entrent en collision et que l'un des deux sonne creux, est-ce toujours le livre ? Voilà, il avait quand même une haute opinion de lui-même. Et Schopenhauer continue d'un ton de vanité outragée. Plus l'homme appartient à la postérité, en d'autres termes à l'humanité en général, et plus il est un étranger pour ses contemporains. Car dès l'instant que son travail ne leur est pas destiné, en tant que contemporains, mais seulement parce qu'ils font partie de l'humanité, il n'y a rien dans ses productions de cette couleur locale familière qui pourrait les séduire. Il devient ensuite aussi éloquent que le renard de la fable.
Un musicien se sentirait-il flatté par les bruyants applaudissements de ses auditeurs s'il les savait presque tous sourds, ou s'il voyait que pour dissimuler cette infirmité, 2 ou 3 personnes applaudissent? Et ben voilà, l'infirmité, là, on peut en avoir une image actuelle. L'infirmité, c'est ce qui passe à la télévision dans ces émissions de jeux, là, qui animent ces émissions de jeux, et qui ont un chauffeur de salle, qui ont un public derrière avec un chauffeur de salle qui les force à applaudir. Voilà. Est-ce que franchement, ils pourraient être séduits par ça? Ils devraient être séduits par ça. Malheureusement, comme c'est le narcissisme qui a pris le pouvoir sur cette humanité, ils sont effectivement, ils, ils sont, voilà, ils se gargarisent de ça, alors que tout est bidonné, quoi. Voilà. Par exemple, les chaînes d'infos en continu qui, d'un seul coup, sont contents de l'audience qu'ils ont eue, par exemple 3%, 5% de l'audience, etc. Et ils se gargarisent de tout ça sans même imaginer que peut-être 50% des gens qui les regardent détestent ce qu'ils font, les regardent pour pouvoir critiquer, parce qu'ils sont révulsés parce qu'ils entendent et parce qu'ils veulent être les témoins, ils veulent voir jusqu'à quel point ces médias peuvent se discréditer et finir par n'avoir plus que 30% de gens qui leur font confiance. Il n'y a rien dans ces productions de cette couleur locale familière qui pourrait les séduire. Il devient ensuite aussi éloquent que le renard. Voilà, donc chez certains hommes, le sentiment de leur propre valeur est une compensation au défaut de célébrité. Chez d'autres, il contribue au renom. Schopenhauer s'était si entièrement livré dans cet ouvrage que ses livres postérieurs n'en sont que des commentaires. Il fut le talmudiste de sa loi, l'exégète de ses jérémiades. En 1836, il publia un essai sur la volonté dans la nature, qui fut en partie incorporé à l'édition augmentée du Monde comme volonté et comme représentation, qui parut en 1844. En 1841 parurent les 2 problèmes fondamentaux de l'éthique, et en 1851 les 2 substantiels volumes des Parerga et Paralipomena, littéralement hors d'œuvre et reste, qui ont été traduits en anglais sous le nom d'essais. De ce dernier ouvrage, d'une lecture si agréable et si pleine de sagesse et d'esprit, Schopenhauer reçut pour toute rémunération 10 exemplaires gratuits. Eh bien, c'est incroyable. Bon, en gros, je dois en être à peu près à la même rémunération pour avoir mis la mécanique universelle sur Internet. Il y a eu en tout et pour tout, à un certain moment, j'avais mis un petit espace pour les dons, et j'ai eu 3 dons de 10 euros en gros, sur les 20 ans de bons et loyaux services. Il est difficile d'être optimiste à de telles conditions. Une seule aventure vint troubler la monotonie de la studieuse retraite où il s'était renfermé après son départ de Weimar. Il avait espéré trouver l'occasion de faire connaître sa philosophie dans l'une des grandes universités allemandes. L'occasion se présenta en 1822 quand il fut appelé à Berlin comme Privatdozent. De propos délibérés, il choisit pour ses cours les mêmes heures auxquelles devait enseigner le tout-puissant Hegel. Schopenhauer comptait que les étudiants le verraient lui et Hegel avec les yeux de la postérité. Mais les étudiants ne voyaient pas si loin, et Schopenhauer se trouva parler à des bancs vides. Il démissionna et prit sa revanche dans ses diatribes amères contre Hegel. Des fois, ça tient à peu de choses, en fait, une philosophie.
je pense que pour Nietzsche ou pour Schopenhauer, leur philosophie s'est aussi imposée contre quelque chose. Et là, et peut-être c'est même c'est un gros problème d'ailleurs pour le philosophe, comme c'est un gros problème pour le politique qui veut s'affirmer contre, par vengeance, parce qu'il s'est senti maltraité, parce qu'il souffre, par souffrance. Et il y a actuellement des prétendants au trône. Là, nous sommes en période d'élection. Il y a des prétendants au trône qui sont sous cette configuration psychologique. Et ça ressort tellement d'eux-mêmes, même s'ils essayent de le maîtriser, que le peuple ne peut pas supporter cet état d'esprit. Pas plus qu'il pouvait se faire ami avec quelqu'un comme Schopenhauer, je suppose, ou même comme Nietzsche. Ça devait être très difficile de pouvoir. Ils ne pouvaient pas faire l'unanimité. Ce n'est pas des hommes qui peuvent fédérer l'ensemble d'un pays, d'un peuple, en termes de politique. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un autre état d'esprit, un état d'esprit. Il faut avoir soigné ses blessures, en fait. Ou alors avoir une vision grandiose de soi-même, être assez narcissique pour ne pas du tout douter de soi et laisser couler les gens qui parlent d'eux. En 1831, une épidémie de choléra éclata à Berlin. Hegel et Schopenhauer s'enfuirent tous deux, mais Hegel y retourna trop tôt. Il tomba malade et mourut en quelques jours. Schopenhauer ne s'arrêta qu'à Francfort, où il resta jusqu'à la fin de ses 72 ans. Eh bien, voilà comment ces deux êtres humains ont fini. Comme un pessimiste intelligent, il avait évité le piège où tombent les optimistes, celui de vouloir gagner sa vie par sa plume. C'est ce que j'ai fait, je me suis écarté de ça. Donc, je n'en avais peut-être pas les moyens non plus, mais en fait, le fait de ne pas dépendre d'un système que malheureusement beaucoup de philosophes, dont beaucoup de philosophes dépendent, vendre des livres, passer à la télévision, organiser des séminaires, faire ci, faire ça, etc. Toutes ces choses qui les contraignent à écrire, à ne pas pouvoir casser leur code, leur banque de données en fait, et faire vraiment une philosophie novatrice et vraiment géniale, quoi. Il avait conservé quelques intérêts dans la firme paternelle et vivait dans un modeste confort des revenus qu'il en retirait. Il plaçait son argent avec une prudence rare chez un philosophe. Une société dont il était actionnaire ayant fait faillite, alors que les autres créanciers acceptaient un règlement de 70%, Schopenhauer exigea le remboursement intégral et il l'obtint. Ses ressources lui permettaient de louer 2 chambres dans une pension de famille. C'est là qu'il passa les 30 dernières années de sa vie, sans autre compagnon qu'un chien. Schopenhauer appelait son petit caniche Atma, terme des brahmanes pour désigner l'âme du monde. Mais les farceurs de la ville l'appelaient Schopenhauer Junior. Il avait l'habitude de dîner à l'hôtel des Anglais. Au début de chaque repas, il mettait une pièce d'or sur la table devant lui, et à la fin du repas, il la remettait dans sa poche. Ce fut sans doute un garçon énervé qui lui demanda ce que signifiait cet invariable geste. Schopenhauer répondit qu'il s'était promis de verser la pièce dans le tronc des pauvres le premier jour où les officiers anglais qui dînaient près de lui parleraient d'autre chose que de chevaux, de femmes ou de chiens. Les universités l'ignoraient, lui et ses ouvrages, comme pour confirmer sa pensée que tous les progrès en philosophie se font en dehors des académies. Et je pense que c'est vrai. Ça a été le cas, ça s'est fait certainement à certains moments
à l'époque justement de Hegel, etc. Euh, parce qu'il n'y avait pas le vedettariat, il n'y avait pas tous les affres que maintenant la télévision engendre à ceux qui veulent et qui doivent travailler en paix. D'ailleurs, tous les chercheurs, les grands chercheurs, ils ne passent pas à la télé, ils évitent, ils savent très bien que ça coupe les jambes, que ça coupe les ailes d'un créateur. Et d'ailleurs, tous ceux qui y passent ont les ailes coupées. Ils peuvent être des bons vulgarisateurs, ils peuvent faire de la psychologie, de la philosophie commerciale, mais ils ne peuvent pas faire une œuvre philosophique. C'est pas possible. Ceux qui font des œuvres philosophiques sont isolés, sont dans leur coin et font le moins de bruit possible. Rien, dit Nietzsche, ne vexa davantage les savants allemands que la dissemblance qui existait entre eux et Schopenhauer. Mais il avait appris à patienter. Il était sûr qu'un jour ou l'autre, on reconnaîtrait sa valeur. Et il avait raison. Et c'est ce qui advint en effet. Des hommes de la classe moyenne, notaires, médecins, négociants, trouvèrent en lui un philosophe qui ne leur offrait plus un jargon prétentieux de chimères métaphysiques, mais une exposition intelligible des phénomènes de la vie présente. Donc en fait, il a été favorable pour le libéralisme, pour les libéraux, et pas trop pour les spirituels. C'est plutôt les libéraux qui ont trouvé dans sa philosophie quelque chose de manière à pouvoir affirmer leur penchant à dominer l'autre. Une Europe revenue de ses illusions sur l'idéal et les efforts de 1848, se tourna presque avec enthousiasme vers cette philosophie qui avait exprimé le désespoir de 1815. Donc, 30 ans après qu'il ait écrit, on commence à s'intéresser à lui. Les attaques de la science, plus de 30 ans d'ailleurs, les attaques de la science contre la théologie, c'est l'époque de Darwin d'ailleurs. C'est à ce moment-là, justement, ceux qui étaient travaillés pour la liberté ont été relus, revus et compris. Voilà, tous les avant-gardistes. Les attaques de la science contre la théologie, l'acte d'accusation dressé par le socialisme contre la misère et la guerre, l'accent mis par la biologie sur la lutte pour la vie, tous ces facteurs concoururent à porter Schopenhauer sur le pavois de la renommée. Il n'était pas trop vieux pour jouir de cette popularité. Il lut avec avidité tous les articles qui parlaient de lui. Il demanda à ses amis de lui envoyer les moindres commentaires de presse, s'offrant à payer le port. En 1854, Wagner lui envoya un exemplaire de Der Ring der Nibelungen, avec un mot flatteur pour sa philosophie de la musique. En sorte que ce grand pessimiste devint presque un optimiste sur ses vieux jours. Il jouait de la flûte régulièrement après souper et bénissait le temps de l'avoir délivré et bénissait le temps de l'avoir délivré des ardeurs de la jeunesse. C'est exactement ce que je ressens. Et donc j'espère qu'un jour, je bénéficierai aussi d'une petite reconnaissance pour mon travail. On vint le voir, mais bon, si ça se fait pas, ça sera pas un souci. On vint le voir de partout. Et le jour anniversaire de ses 70 ans, en 1858, il reçut de toutes parts des félicitations. Voilà, c'est juste mérité et bienvenu. Voilà. Et il fallait qu'il souffre pendant toute une partie. Il fallait qu'il soit repoussé, rejeté, comme moi j'aime le fait que personne ne s'intéresse vraiment à la mécanique universelle, que ça soit que de temps en temps je reçois un petit message de remerciement, voilà, d'intérêt, etc. Mais c'est très rare et très épars. Et ça me permet un confort de travail extraordinaire.
j'ai de compte à rendre à personne, personne ne me met la pression, je suis tranquille dans mon coin pour travailler. Et je bénis le temps de l'avoir délivré des ardeurs de la jeunesse, de m'avoir délivré. On vint le voir de partout, et le jour anniversaire de ses 70 ans, en 1858, il reçut de toutes parts des félicitations. Ce n'était pas trop tôt, il n'avait plus que 2 ans à vivre. Ben, il a profité pendant 2 ans. Le 21 septembre 1860, il s'assit seul pour déjeuner, apparemment en bonne santé, et 1 heure plus tard, son hôtesse le trouva encore assis à table, mort. Voilà, et ben je m'arrête là. Le prochain chapitre, c'est l'analyse de Le Monde comme représentation. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.